voilà. Bref, autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. J'ai dit mon cher Philippe. Oui. Mais naturellement, en fait j'aime bien. Ah ben voilà, c'est très J'aime bien mon fier. Voilà. Et il elle a fait dit mon distinct frère. de la vanité. Elle a dit mon frère. Non, mon Frère, Elle a dit Philippe. mon frère. mon père. Non, mon frère. Mon grand-père. Non, mon frère avec un petit feu sur la Non, j'ai La dit un madame frère. te dit. Ça va commencer par vous. Mais c'est pas de vous que je parlais, c'est elle qui... C'est Cécile. Non mais laissez tomber Cécile, je Philippe. lui pardonne tout. Voilà, exactement. Et à Bah, il a moi, raison. Même lorsqu'elle dit des choses agréables sur moi. Voilà, c'est ça. Et si possible. Et autour de cette table, Virginie Calmel, c'est avec nous, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. Bonsoir, chère madame. Bonsoir à tous. Vous allez nous porter bonheur avec ce joli verre. Mais j'espère. Et ben voilà. Autour de cette table, Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant en communication. Tout à fait, je suis revenu vite, vous voyez. Ah, putain, vous nous manquiez déjà, c'est fou. C'est Mais fou. vous êtes plus en forme que la dernière fois. Ah Je ouais note légèrement plus sobre peut-être. Mais pas du tout. Enfin, je dis pas tout ça parce que j'ai bu un verre de cidre doux. Non, un demi-verre de cidre doux. verre de cidre à 2 À 2 degrés et demi. Bon, ben, j'ai pas supporté. Hein, je vous Ouais, le dis, les auditeurs en gardent un souvenir ébloui, je crois. Ah, bah oui. Ma mère aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, même à mon âge, je continue à me faire engueuler, s'il faut. En tout cas, le sommaire de cette émission, l'agence ANTS, qui délivre donc les cartes d'identité et les permis, a subi une fuite de données pour environ 10 millions de Français ce lundi. Un suspect de 22 ans, présenté comme le hacker ex-Dex, pour ceux qui le connaissent, lié à plusieurs cyberattaques, a été interpellé et placé en garde à vue. Et on vous pose cette question, sommes-nous désarmés face aux cyberattaques? Vous dites oui à 88%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Moi je dis que oui, nous sommes désarmés vu notre état de droit, mais l'état de droit, ça se change. Et on est désarmé, Philippe Bilger, plutôt que d'écrire? Non. Ah bon d'accord, ok, très bien, c'est minimaliste. On n'est pas désarmés, mais on a encore beaucoup de pain sur la planche. Ah oui, On Mickaël est Sadoun. désorganisé peut-être. Ah oui, ok. Et la question du soir, face à la flambée des prix, le gouvernement multiplie donc les aides pour les carburants, pour différentes filières et pour des foyers très fragiles. Malgré tout, beaucoup de Français ont le sentiment d'être les grands perdants. Et on vous pose cette question, est-ce que vous vous sentez oublié par les aides sur les carburants? Eh bien vous dites oui à 90%. Vous pensez qu'il aurait plutôt fallu baisser le prix à la pompe ou que finalement c'est pas si mal? Venez témoigner au 0826 300 300. Alors moi je dis oui, comme 95% des Français. Mickaël Sadoun, vous sentez perdant, vous? Vous sentez que certains non, Français le d'abord, sont? l'État n'a pas à s'occuper de moi. Et ensuite, je résumerai ça en 3 mots, baisser les taxes. Eh ben voilà. Virginie Calmels. On sait bien que c'est un énorme problème et en même temps la L'argent. conjoncture internationale est là et les finances publiques sont tellement en mauvais état que En rouge, pour le coup. que peut-on faire? Oui. J'ai l'impression que le Premier ministre n'est pas l'homme qu'il nous faut. Ah. Dis donc. Je prends des risques pour une fois. Prenez des Ça risques. s'appelle mon ignorance Il dans le vise sujet. toujours, bien sûr, il vise toujours des personnes pour éviter de parler des choses. Je le Allez, fais très bien. Très bien. à 17h50, le bon Fabio, écoutez. Je voulais savoir ce que c'est 10 sacs à vendre à 100 € et 20 sacs à 250 €. Oui, c'est exactement ça, oui. Si vous voulez, vous en prenez plus, vous avez plus de sacs. Et donc, si vous en prenez moins, vous avez moins de sacs. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Si j'ai compris jusqu'ici, quand c'est bizarre, c'est qu'il y a un loup. On vous le dit tout de suite. Avec Johan qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir, Johan. Bonsoir. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Sommes-nous, selon vous, désarmés face aux cyberattaques? Plutôt oui, mais pas d'un point de vue forcément technique. D'accord, d'accord. Je dirais plutôt effectivement, comme l'a dit l'une des vraies voix, c'était plutôt d'un point de vue des process en place. Eh ben, on en parle dans quelques instants. On en parle dans quelques instants. Vous restez avec nous, le 0826 300 300. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Et on revient sur les hackings, puisque vous avez peut-être vous aussi été, vos données ont peut-être été volées aussi. Vous faites partie de ces 10 millions de foyers. On est tellement hackés tout le temps que finalement, je crois que c'est presque 9 Français sur 10 qui sont régulièrement hackés et dont les données ont été volées. En tout cas, avec cette question du soir, sommes-nous désarmés face aux cyberattaques? Eh bien vous dites oui à 88%. On attend vos témoignages. Tiens, vous avez
été victime d'un piratage, appelez-nous au 0826 300 300. Et soyez les bienvenus, c'est le grand débat du jour. Les grands criminels ont migré massivement, précisément, sur ces messageries cryptées. Aujourd'hui, les écoutes de grand-papa, c'est terminé. Est-ce qu'on veut ou non donner des outils quand on lutte contre le terrorisme ? Moi, je vais vous dire, c'est la première fois que je le dis, nous aurions pu déjouer des attaques mortelles, terroristes, si nous avions pu avoir accès à ce genre de technique. Je n'en dirai pas plus. Et au 0826 300 300, c'est Johan qui est avec nous. Et donc, Johan, d'abord, est-ce que vous avez, des données qui ont été volées ? Est-ce qu'on vous avez reçu un mail, comme beaucoup d'entre nous, en disant, voilà, vos données ont été hackées, et est-ce que vous pensez qu'on est désarmé face à ces hackers, justement ? Oui, comme la plupart des Français, il y a des sites sur lesquels j'avais mis mes données personnelles qui ont été hackées. En général, je ne mets pas mes données bancaires, donc ce qui fait que l'impact est relativement minime. Mais oui, ça m'est également arrivé. Est-ce qu'on est désarmé ? Je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'un point de vue purement technique, je pense pas. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché de la cybersécurité qui peuvent accompagner les professionnels et les particuliers de manière assez efficace. Là où on est peut-être plus désarmé, c'est sur l'éducation, sur l'information réelle de ce qu'il faut faire, et sur juste la mise en place des bonnes pratiques. Le simple fait d'avoir de mettre des bonnes pratiques en place, même à titre personnel, ça déjoue en tout cas pas mal d'attaques qui peuvent avoir lieu. Oui, ça limite un petit peu. Bien sûr. Philippe Bilger. Après, vous savez, je prends souvent l'exemple de la maison du cambrioleur. La personne qui veut absolument rentrer chez vous. Vous pouvez mettre une porte blindée, des fenêtres triple vitrage, etc. Elle va chercher par tous les moyens la faille. Il y aura une vulnérabilité quelque part. Elle va chercher la vulnérabilité. Si maintenant c'est juste la personne qui passe par là et qui voit qu'il y a une porte grande ouverte, oui, il faut pas s'étonner qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va rentrer, vous piquer vos bijoux. La cybersécurité, c'est exactement la même chose. Philippe. Le grand intérêt des vraies voix, et je suis sérieux, c'est que on y apprend des choses. Et si je n'avais pas eu à une certaine époque des émissions sur, comme on dit, le hacker, pour les hôpitaux et notamment la spoliation, la perte de ces données, j'aurais été tenté aujourd'hui de ne prendre pas ça suffisamment au sérieux et d'exposer mon ignorance qui n'est que trop fréquente. Mais en l'occurrence, je comprends que c'est grave. Et je suis persuadé, mais sans avoir le remède, ma chère Cécile, qu'on peut faire quelque chose à partir du moment où on le veut. Je ne peux pas imaginer que notre état de droit, s'il est lucidement inquiet de ce qui se passe, ne puisse pas trouver les outils pour lutter contre ce fléau. Alors le problème, c'est qu'ils ont un temps d'avance, parce que les hackers, ils travaillent toute la journée. En réalité, comme la criminalité, j'allais dire... Comme le dopage. Oui, absolument. Alors, vous avez à titre, alors essentiellement pour les institutionnels ou pour les professionnels, vous avez l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui publie régulièrement des nouvelles, des recommandations, et ça, selon les secteurs dans lesquels vous travaillez, vous devez vous conformer à ces recommandations. Mais ça reste dans le domaine du professionnel. Dans le domaine du personnel, c'est un petit peu plus compliqué parce que très souvent, si vous souhaitez imposer des normes de sécurité à des personnes, des fois ça peut être lourd. Par exemple, je vous donne l'exemple que vous avez certainement dû rencontrer. Vous avez une boîte mail, votre fournisseur boîte mail vous demande une double authentification, c'est-à-dire vous devez recevoir un SMS vous authentifier via votre visage. Ça embête tout le monde parce qu'on met plus de temps à accéder à sa boîte mail, sauf que c'est un moyen de sécurité. Et le problème, c'est que vous ne pouvez que proposer des systèmes de sécurité. Vous pouvez pas imposer, parce que ça reste de la liberté individuelle de chacun de vouloir s'y conformer ou pas. En même temps, quand ça vous arrive une fois, vous changez d'avis, je peux vous assurer, parce que... Mais c'est ça, mais c'est ce que je dis, c'est qu'on a un problème vis-à-vis en fait de la sensibilisation des personnes à ce genre de risque.
malheureusement, il n'y a que l'actualité et quand on a des mauvaises nouvelles qui des fois font effectivement réagir les personnes, ou alors quand elles sont personnellement concernées, où les personnes décident à ce moment-là de prendre des mesures. Absolument. On va faire Virginie Calmels sur cette question du jour. La question du jour, elle est d'autant plus intéressante que, comme ça vous n'a pas échappé, le 15 avril dernier, il y a eu une énorme cyberattaque avec les données quand même à NTS. Donc, en fait, ça pose la question, bien sûr, notre auditeur vient de parler des cyberattaques dont on peut tous être victime, voire des fraudes. Hein. Mais là, on est en train de parler d'agences de l'État. Et on a eu également un problème sur le ministère, sur d'autres ministères, le ministère de l'Intérieur. Bon, et on sait qu'il y a régulièrement, en fait, y compris le ministère de l'Éducation, des tentatives et des cyberattaques à répétition. Et là, ça interroge les citoyens parce que forcément, la PME, si je parle au nom de Croissance Plus, beaucoup d'entrepreneurs qui sont à la tête d'entreprises ne sont pas assez protégés par rapport aux cyberattaques. Et nous, on prône vraiment beaucoup de renforcer les protections. On a même des adhérents chez Croissance Plus qui développent des services de sécurité numérique dédiés aux PME, etc. Donc ça, c'est un volet, je dirais, très important, économique. La guerre économique, elle existe, et toutes les guerres hybrides, elle existe, et elle passera par des cyberattaques. Mais quand on parle des agences de l'État, là, le citoyen se dit, mais comment est-ce possible qu'au fond, l'État français n'ait pas, lui, pris des sécurités, des process, enfin, tout ce qui peut exister pour éviter ce type de choses. Et là, on découvre quelque chose d'un peu gênant, c'est que, malheureusement, on a confié aux Américains, c'est le cas de la plupart des ministères, hein, mais la sécurisation des réseaux de plusieurs ministères, dont l'Intérieur, dont l'Éducation nationale, dont l'armée, a priori, sont confiés aux Américains. Et là, forcément, on a ce sujet de souveraineté qui revient régulièrement, mais on a surtout des champions français. Et c'est ça qui est agaçant, c'est que quand on n'est pas outillé, on pourrait dire, ok, on n'a pas d'autre choix. Mais là, on a des champions français. Thales, par exemple, on peut le citer, et une entreprise qui développe des services, notamment Imperva, de sécurité informatique, etc. Et là, nous aussi, Croissance Plus, en tant qu'entrepreneurs, on se bat pour dire, attention, la commande publique, elle doit être plus tournée vers les entreprises françaises ou européennes, et a fortiori dès qu'on est dans les enjeux de souveraineté, de protection de nos données, et on a l'impression qu'il y a une forme, mais un peu de naïveté parfois dans l'approche sur ces sujets. Allez, Paul est avec nous d'Amazon. Bonsoir Paul, bienvenue sur Sud Radio. Oui, mais bonsoir à tous. C'est encore un sujet passionnant. Donc moi, ce que je voulais dire, moi j'avais perdu mes données médicales. Ça m'est arrivé une fois sur le site de mon labo et ça avait été piraté. Et ensuite, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, alors Madame Calmels doit être au courant, c'est la facturation électronique. On va être obligé d'avoir toutes nos factures qui arrivent sur une plateforme. Il va falloir aller chercher en ligne nos factures fournisseurs et nos factures de règlement. Alors, quelqu'un qui va hacker là, il aura toutes les coordonnées bancaires de tout le monde. Ça va être une catastrophe. Alors moi, personnellement, je demande, nous, au syndicat agricole, de tous s'y opposer à cette réforme, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est encore une usine à gaz qui va nous coûter cher et qui sert à rien. Surtout qu'on est très vulnérable, parce que chacun chez soi, on ne sait pas se protéger. Moi, j'ai des mots de passe, j'ai là, je referme bien à chaque fois tout. Mais enfin, à un moment donné, on sait que des gens qui sont très compétents, ils sont capables d'aller chercher nos coordonnées bancaires si elles sont sur les sites. Absolument. Et là, ça craint énormément. Bougez pas, Paul. Michael Sadoun. Moi, d'abord, je comprends pas évidemment pourquoi l'État français n'est pas plus armé technologiquement contre ces agressions interne ou externe à la France. Enfin, je rappelle quand même qu'il y a un règlement général sur la protection des données, et que si aujourd'hui on vous vole vos données, vous pouvez porter plainte contre l'État. Hein. C'est son rôle de vous protéger. Oui, bien sûr, mais je pense que contrairement à, alors là je vais m'opposer à Philippe Bigère, c'est pas tellement une question de droit ou d'état de droit, c'est vraiment une question d'armement technologique de l'État. Je comprends pas qu'on soit à ce point-là en retard, parce qu'évidemment il y a les données civiles, et il est malheureux qu'elles soient perdues parce qu'elles sont utilisées pour d'abord du phishing commercial, pour la vente de données sur le dark web, pour toutes sortes de choses, toutes sortes d'arnaques, des usurpations d'identité évidemment, mais il y a aussi des données dans cette cybersécurité, des données militaires et absolument stratégiques pour la France. Donc d'une part, tout à fait d'accord avec Virginie Calmels pour dire que on devrait les héberger avec des acteurs européens et pas laisser Microsoft ou autres s'occuper de la sécurité de nos données, et ensuite évidemment cibler un investissement
publics et privés sur les acteurs qui peuvent ici se développer. Voilà. Non, mais moi je crois qu'il y a quand même deux choses vitales. Quand on voit la NTS qui doit refaire ses papiers, ça m'est arrivé il y a 2 ans, quand j'ai perdu 1 an et demi, quand j'ai perdu les papiers de ma voiture, permis de conduire, etc. J'ai dû aller faire ça. J'espère simplement que mon numéro de permis de conduire a pas été piraté et qu'on va m'annoncer dans 15 jours que j'ai 0 point parce que quelqu'un a été flashé avec mon faux numéro de permis. Auquel cas, évidemment, je porterai plainte contre l'État. Ce que vous risquez aussi, c'est une usurpation d'identité. Absolument. Et là, c'est très compliqué. Alors là, pour connaître une avocate qui gère ce type de dossier, là, c'est la croix, la bannière. Donc il faudrait que l'État facilite les affaires pour les victimes d'usurpation d'identité. Et je crois que la sanction est quand même la mère de toutes les préventions, c'est-à-dire que les peines soient très lourdes. Je prends un exemple. On nous dit souvent que les hackers sont des génies de l'informatique. D'accord ? On dit à celui qu'on a chopé s'il est coupable. Tu as le choix. Tu travailles pour l'État pendant 20 ans avec un salaire de X, ou tu passes 20 ans en prison sans remise de peine. Très d'accord. Je peux vous dire que là, ce sera dissuasif. Ils vont lui dire, t'as 22 ans, t'as une chance, 20 ans au ballon, et tu sors pas. Pendant 20 ans, tu ressors à 42 ans, ou alors pendant 20 ans, tu travailles pour l'État, pour une somme modique, 2 000 euros par mois, ou 2 500 euros par mois, ou 3 000 euros, on adapte. Faut-il encore qu'il soit ou français ou européen ? Parce que souvent, c'est à l'extérieur de... dans ces cas-là, c'est prison. Oui, et puis faut-il encore lui faire confiance, parce que bon... Oui, non mais évidemment, on le met pas sur les missiles nucléaires dans un premier temps, ça va de soi. Mais... dans ces cas-là, c'est une manière de se racheter, éventuellement. Pour contrer les autres hackers, mais sinon, je pense qu'il faut des peines hyper lourdes. Mais Cécile, si vous me permettez juste un mot... Dans le micro, c'est mieux. À une certaine époque, j'avais été bombardé chef d'une section du droit bancaire pendant 1 an. Et je recevais une multitude de plaintes de gens qui avaient perdu, volé carte d'identité, chéquier, et au lieu de les envoyer dans le labyrinthe, à l'époque c'était déjà l'enfer, systématiquement je prévenais toutes les administrations à leur place en disant ils ne sont pas les coupables, ils sont les victimes. Et pendant 1 an, je pense que j'ai un peu soulagé certains Français des maux de tête dus au maquis administratif. C'est une horreur. Une fois qu'on a c'est catastrophe. Ah ouais, c'est catastrophe. Mais regardez toute une génération de personnes qui aujourd'hui doivent aller sur la techno, en tout cas sur les applis, les trucs. Déjà, c'est très compliqué. Et une fois que vous avez été hacké, il faut rappeler tout le monde. Et c'est injouable. Absolument. C'est injouable. Injouable. Vous tombez sur personne. C'est très compliqué de retrouver. On vous dit de vous faire partie. Là, vous faites partie des 10 millions qui ont été hackés. Mais c'est qui sont ces gens ? Est-ce qu'ils sont prévenus ou pas ? On ne sait pas. C'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas. On vous dit que vos codes sont pas tout à fait, faudrait les modifier. Oui, mais c'est peut-être trop tard. Oui, mais alors, en fait, on a beau mettre des codes avec des majuscules, des minuscules, des dièses, des arrobas, des chiffres, des lettres, de ce que vous voulez. Ils y arrivent quand même. Hein. Alors, moi, j'ai mis Philippe Bilger mange beaucoup de fromage. Avec majuscule ou minuscule. Personne l'a trouvé pour l'instant. Alors l'État visiblement dit que les données qui ont fuité, c'est le nom, le prénom, le mail, des informations pas très stratégiques. Ils disent pour le moment qu'il n'y a pas de documents essentiels. Sauf que les hackers sont des malins, parce que vous avez des hackers qui ont le prénom, le nom. Il y a d'autres hackers qui, de votre dossier, ont le numéro de carte d'identité, et qui les vendent et ils créent des dossiers. Et ils les vendent comme ça. Bien sûr. Donc un jour ça arrivera. Voilà, je voudrais pas vous faire peur, mais c'est un sujet que je connais bien. Non. Eh ben exactement. Restez bien au chaud avec nous, Philippe Bilger. Il vous risqueriez absolument rien si vous restez avec nous. Philippe Bilger, dans un instant, le seul contre tous. Il faut séparer l'homme de l'artiste. On ne punit pas le second pour la transgression du premier. On en parlera sur Patrick Bruel et Michael Sadoun. Vous dites la déclaration de patrimoine des ministres du gouvernement est trop basse. Oui, il devrait être plus riche. Et voilà, on en parlera dans un instant. Merci Paul, merci Johan. Vous savez que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. C'est Zach qui est avec nous jusqu'à 19h. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Ça s'est passé dans le grand matin Sud. Avec Philippe David, donc je vous réponds que je vais bien. Quel menteur. Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. C'est un sujet que vous connaissez bien justement, toute la techno et tous ces
cette technologie, les cyberattaques nos et tout. Donc ça veut dire que doivent se protéger, et on ne cesse de dire que souvent malheureusement les PME sont mal protégées. Absolument. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant en communication, et tout de suite Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Philippe Bilger, vous dites qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Oui, absolument. Peut-être il y a quelques années, je n'aurais pas eu la même opinion forcément péremptoire compte tenu du registre de l'émission. Et je n'évoque pas les personnalités là qui ont été condamnées. On pourrait en discuter plus longuement, même si mon raisonnement, je crois, demeurerait à peu près le même. Je l'avais démontré avec force polémique au sujet de Bertrand Cantat. Mais là, aujourd'hui, je suis persuadé que, en effet, comme vous l'avez dit, Cécile, en résumant très bien mon propos, je pense qu'il faut totalement dissocier l'artiste de l'homme. L'homme peut être imparfait, transgressif. Probablement, Patrick Bruel et d'autres font l'objet d'enquêtes. Peut-être un jour seront-ils condamnés, mais l'artiste lui-même doit demeurer en dehors de ce champ critique pour une bonne raison qui me semble démocratique. Si on doit interdire à un artiste de continuer ses prestations, il me semble que c'est au public de le faire. Je ne supporte pas l'opprobre technique et artistique qui vient se projeter sur un homme ou une femme qui, par ailleurs, a commis des choses plus ou moins graves, mais on n'a pas le droit de le faire mourir socialement et artistiquement deux fois. Il faut qu'il puisse vivre, et s'il est considéré comme pestiféré par le public, eh bien ce sera comme ça. Virginie. Je suis pas tout à fait d'accord, cher Philippe. Moi, j'ai du mal, mais c'est un avis personnel, à séparer justement, à un moment donné, la performance, quelle qu'elle soit, parce qu'on dit l'artiste, mais enfin, ça peut valoir pour toute personne qui a fait des choses formidables dans sa vie. Et sa moralité, c'est quand même compliqué de fermer les yeux sur des actes qui sont globalement immoraux ou carrément totalement répréhensifs. En revanche, tout en disant ça, je m'empresse de dire que dans le cas Patrick Bruel, cette personne n'est pas condamnée. Il y a tout de suite une bronquin qui s'élève de personnes qui, pour certaines d'entre elles, visiblement ne sont pas directement concernées. C'est même pas des témoignages de personnes qui sont directement concernées. Moi, si je prenais que ma petite personne, j'ai croisé Patrick Bruel plusieurs fois dans ma vie. J'ai trouvé que c'était un homme particulièrement je dirais plutôt avenant, sympathique, et pas du tout ni outrancier ni agresseur entre guillemets. Bon, j'ai pas de jugement. Peut-être que les femmes concernées ont raison, mais tant que ce n'est pas jugé, moi ce qui me dérange, c'est qu'effectivement on a à ce moment-là un déferlement d'une certaine catégorie de personnes qui jugent la personne avant même la justice. Et ça, je trouve que c'est gênant. Mais à ce titre, c'est pas parce que je pense qu'il faut dissocier les deux, contrairement à Philippe, c'est pas parce que je dis, ok, il y a Patrick Bruel artiste ou Patrick Bruel homme, c'est parce que l'homme artiste, aujourd'hui, n'est condamné par personne. Donc, il n'a pas non plus à être condamné par des femmes qui prétendent que, alors que là, je sais pas, il y a une tribune qui sort avec des personnes qui n'ont pas été ni violées, ni agressées, ni touchées par Monsieur Bruel. Donc, on voit bien qu'en fait, derrière un cas, là, il y a tout autre chose qui prend le pas sur on sait qu'il y a quand même des campagnes féministes très 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 violentes aujourd'hui sur des hommes. Moi personnellement, je n'ai pas les éléments pour juger la culpabilité ou non de Monsieur Bruel. Moi simplement, j'ai eu l'occasion de dire 1000 fois ici que je détestais les procès médiatiques qui étaient des procès sans recours, sans contradictoire et donc sans justice. Mais en effet, je m'opposerai à Philippe, puisque c'est aussi l'exercice qui nous est imposé. Je m'opposerai à toi dans la gravité, je dirais, des faits qui sont reprochés à une personne. Tu as comparé, par exemple, je sais que c'était simplement à titre d'exemple et pour rappeler ce que tu avais défendu ici, mais Bertrand Cantat à Patrick Bruel, il y a quand même d'immenses différences entre les deux. D'abord, l'un a été condamné, l'autre non, donc il y a une question de réinsertion pour l'autre et une question de discrétion du procès pour Patrick Bruel. Et puis,
même si la culpabilité de Patrick Bruel était avérée. Ça dépendrait évidemment de la gravité des faits qui lui sont imputés. Mais de ce que j'ai entendu, c'est des éléments comme il a enlevé sa serviette pendant un massage. Désolé de dire que moralement, la femme peut en être choquée. Évidemment, il faut la soutenir parce qu'elle est la victime. Mais moralement, c'est quand même pas la même chose que de tuer quelqu'un à coup de poing. Donc je reproche aussi à la société ce manque de hiérarchisation, de nivellement, de l'immoralité ou de la gravité des faits. Voilà. Non mais là, je suis bien d'accord que déjà, il y a une chose qui n'est pas faite pour les chiens, faut-il le rappeler, ça s'appelle la présomption d'innocence. D'accord ? Est-ce qu'il a été condamné ? Alors, évidemment, Quentin, il a été condamné, je pensais à faire le parallèle. Moi, je veux dire, Quentin, il peut monter sur scène, mais je pense que j'aurais tué une femme à coups de poing, je me cacherais le plus possible, le plus loin possible de tout le monde, et en ayant des lunettes noires, même en pleine nuit, vous voyez. Peut-être que Bertrand Cantat, ça lui pose pas de problème, lui qui faisait souvent la leçon de morale, d'ailleurs, mais passons. Mais, parce que ce qui est quand même choquant, c'est de voir que maintenant, 3 personnes font une pétition, on vous dit, il a plus le droit de chanter, il a plus le droit de monter sur scène, il a plus le droit de tourner un film, etc. Mais désolé, la présomption d'innocence, ça existe. D'accord ? Et la parole des gens, une personne qui se prétend victime, n'est pas toujours la vérité. Faut-il le rappeler ? Manifestement, tout le monde l'a pas compris encore. Merci beaucoup. Et c'est au tour de Mickaël Sadoun. La déclaration de patrimoine des ministres des gouvernements et vous pensez trop basse. Oui. Bon, je fais un petit peu de provocation, mais ça évoque quand même un vrai sujet pour moi et que j'évoque aussi régulièrement ici. C'est la rémunération évidemment des ministres et je dirais leur niveau social, en tout cas perçu comme tel par la société. La HATVP, donc la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique, a publié un certain nombre de patrimoines des ministres du gouvernement actuel et personnellement, je les ai trouvés étonnamment bas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, vous irez voir le détail de la déclaration de Sébastien Lecornu ou de Gérald Darmanin. Bas par rapport à quoi, en fait ? C'est pas simplement dans l'absolu. Bas par rapport à ce que ces gens auraient eu dans le privé, compte tenu de leur parcours, de leur niveau intellectuel, de leur capacité de travail, parce que désolé de rappeler, je sais que c'est facile aujourd'hui de critiquer les hommes politiques, mais c'est des gens qui bossent 7 jours sur 7 dans un climat très difficile, de détestation générale des hommes politiques et encore plus de ceux qui sont au pouvoir. Donc je trouve que il faudrait plus payer nos hommes politiques, évidemment pas tous, il faudrait peut-être inclure un critère de mérite, pourquoi pas de longévité à un certain poste, parce que quelqu'un qui est passé comme Michel Barnier 1 mois au poste de Premier ministre, je suis pas sûr qu'il mérite les mêmes avantages de Premier ministre que François Fillon qui est resté 5 ans. Il les a pas. Ah, d'accord. Bon, parce qu'il faut faire minimum 6 mois. C'est ça. Alors, d'accord. Donc il faudrait un critère évidemment de longévité, mais plus variable encore. Tu vois, et puis, mais de manière générale, je considère qu'il devrait être plus payé. Ça attirerait d'abord les talents vers ces fonctions-là, et on a besoin de talents dans la politique, parce que désolé de vous dire qu'en France, la politique a un rôle important et l'État a un rôle important, donc il vaut mieux attirer les talents. Et puis, je crois vraiment que le faste et la rémunération, la perception sociale des gens participent aussi à une certaine forme d'assise et de légitimité du pouvoir. Donc voilà, payons plus nos hommes politiques. Mickaël, il y a une part de votre propos que j'aurais envie d'approuver malgré le registre qui nous a demandé. Mais la part que je discute, c'est le fait que si on suit votre argumentation, et probablement elle est au cœur de beaucoup de transgressions éthiques de la part des politiques, c'est qu'ils adhèrent à votre raisonnement et considèrent qu'il faut compenser cette relative pauvreté du métier politique par rapport à ce qu'ils auraient pu gagner ailleurs. Mais t'as raison que le risque de la baisse des rémunérations, c'est la corruption. Oui, Alors, oui, quand même pas, parce que c'est pas parce qu'à certains moments les gens sont pas assez payés que du coup ils doivent sombrer dans quelque chose de malhonnête. On peut comprendre. Je n'excuse bien sûr, je ne l'excuse pas, mais je l'analyse. Pour revenir sur le raisonnement de Mickaël, c'est que effectivement, beaucoup d'entre eux considèrent que si ils avaient été dans le privé, ils auraient gagné beaucoup plus et ils auraient fait. C'est là où je ne suis pas d'accord. Voilà. Autant je suis, mais alors totalement en ligne pour dire qu'il y a un certain niveau de responsabilité. Mais moi, je lis rémunération et responsabilité. Ça veut dire être à la tête d'un exécutif. Ça veut dire prendre des décisions et donc être comptable et responsable des décisions qu'on prend. Bien sûr. Parce que malheureusement, on paye assez, de façon quasi identique, un conseiller régional d'opposition ou un conseiller régional qui est en exercice. Il n'y a pas des écarts de rémunération énormes. Donc évidemment, quelqu'un qui est dans l'opposition, qui a quasiment zéro responsabilité, est rémunéré pareil. Donc je pense que ça, c'est une différence. Et surtout, il croit que dans le privé, il ferait pareil. Mais c'est pas vrai. Ce sont souvent des gens qui ont une aversion au risque énorme,
qui ne sont pas des gens. Mais pardon, mais dans le privé, dans les grandes boîtes aussi. Hein. Oui, mais dans le privé, on est d'autant mieux rémunéré qu'on prend des gros risques quand même. C'est le cas de tous les entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Pas dans les grandes boîtes. Dans les grandes boîtes, c'est des administrations. Les amis, Philippe finit pas par parler. Moi, je crois deux choses. La première chose, comme Virginie, je pense que tous nos députés, par exemple, n'auraient pas des capacités de gestionnaire d'entreprise. Ça, on est d'accord. Ayant été élevé dans la charité chrétienne, je ne citerai pas de nom. Mais je crois qu'il y a quand même une autre chose. Moi, quand j'ai regardé les déclarations de patrimoine, j'ai compris pourquoi le pays était aussi endetté. Parce qu'ils savent pas gérer notre argent. Mais c'est logique qu'ils savent pas gérer le leur non plus. Parce que des mecs qui ont des salaires à 7000 balles par mois comme députés ou députés européens, etc., qui ont des enveloppes de frais que seuls des cadres dirigeants ont dans des TPE, PME ou des cadres déjà haut placés dans les grandes entreprises. Ils arrivent à avoir un meilleur patrimoine. Parce qu'ils ne savent pas gérer l'argent, que ce soit le leur ou que ce soit le nôtre. Donc le problème, c'est pas de les payer, c'est de leur faire des cours de gestion. Pourquoi ? Parce que tu juges le fait, par exemple, que Gérald Darmanin aurait perçu à peu près 1 million d'euros net depuis 2016 et qu'il lui reste très peu de patrimoine. Après, il gère comme il veut. J'ai envie de te dire. S'il est plutôt cigale que fourmi. Mais si vous voulez aller au casino et jouer tout votre fric au casino, dites pas ça paye. Mais je parle pas de Darmanin. Je dis, si vous voulez jeter l'argent par les fenêtres, boire du Ruinart blanc de blanc à chaque repas, dîner dans des 3 étoiles tous les soirs, c'est vrai que votre patrimoine il diminue. Il y a des cigales, il y a des fourmis. Il faut faire tourner l'économie, cher ami. Mais ça prouve une chose, c'est qu'ils ne savent pas gérer. Moi, je veux dire, apprenez-leur à gérer. Je crois que c'est toute la différence. Je vais leur apprendre à épargner, ce qui n'est pas la même chose. Et à gérer. Parce que quand on voit l'état des finances publiques de la France et quand je vois leur patrimoine avec ce qu'ils gagnent, je peux vous dire un truc, j'ai jamais gagné ce qu'ils gagnent et j'ai un meilleur patrimoine qu'eux. Alors je me pose quand même des questions. Mais en même temps, et j'ai pas trop mal vécu aux dernières nouvelles. S'ils dépensaient pas leur argent, on leur reprochait de dépenser l'argent du contribuable. Et un petit mot. Pour beaucoup, être ministre, c'est une formation. Parce qu'ils apprennent beaucoup plus de choses qu'ils n'apprendraient dans le privé. Donc c'est une formation qu'on leur paye. Et derrière, peut-être qu'ils peuvent envisager de meilleurs salaires dans le privé. Le problème, Cécile, quand la formation est faite, ils sont obligés de partir. C'est ça. Oui, c'est ça. Quand ils sont prêts pour le poste, ils sont obligés de le quitter. C'est super. Ça. Mais c'est une belle formation, quoi qu'il en soit. On est donc dur avec ça. Vous restez avec nous dans un instant, La Foi en Plus. Demain aura lieu la Journée internationale de la langue anglaise, qui est célébrée chaque année le 23 avril. Et donc l'ambassadeur est donc Philippe Bilger, bien entendu. Je n'ai pas été invité. Écoutez, c'est marqué sur ma conduite. It's surprising. Very surprising. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On parle anglais, English spoken. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour cette belle émission, Virginie Calmels qui est avec nous, Mickaël Sadoun, Philippe Bilger. Tiens, Virginie Calmels, est-ce que vous pouvez nous faire le jeu antenne, s'il vous plaît? Merci. Le jeu antenne. Oui, vous le lisez. Très sympa. C'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Chaussures, sacs, vêtements, grâce à Sud Radio. Faites-vous plaisir avec les plus grandes marques. Envoyez dès maintenant Sud au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Eh ben moi je dis chance. Je n'ai fait que lire. On sent l'ancienne femme de médias. On sent qu'il y a un truc. Oui, bien sûr. J'ai pensé que les intermittents étaient meilleurs que les titulaires. Je vous remercie pour nous. Merci. Je parle des pubs. On entend à la radio parfois des gens qui vous découragent d'acheter. Mais oui, mais tu sais que pourtant il y a des professionnels qui bossent sur les publicités spéciales de la radio pour capter ton attention le plus rapidement. Elles sont très bien les publicités à la radio. Éditeur, j'ai des frissons de volupté. Et surtout avec des mots simples pour que vous puissiez les comprendre, Philippe. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu as envoyé un texto pour gagner des sacs et des chaussures, n'est-ce pas? Envoyez Sud, Philippe Bilger, Sud, S-U-D. Alors envoyez, vous serez peut-être tiré au sort. Qui est-ce qui avait éprouvé le besoin hier ou avant-hier de nous donner l'orthographe? C'était moi, toi. Voilà, exactement. Allez, tout de suite, les amis, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio.
Et nous sommes le 22 avril et le 23 avril. Demain aura lieu la journée internationale de la langue anglaise qui va être enfin célébrée. Et pour en parler, Katia Hadji-Petkova qui est avec nous, responsable marketing Europe de Speak. Bonsoir, chère madame, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir. Eh ben, merci beaucoup. Le 23 avril, donc je le disais, date symbolique, et naissance et mort de William Shakespeare. Et c'était important, bien entendu, d'en faire une journée spéciale. Tout à fait. Cette journée, c'est une journée internationale de la langue anglaise, célébrée, vous l'avez dit, à l'occasion de la naissance et mort de William Shakespeare. Et il est vrai qu'à cette occasion, en tant que Speak, application d'apprentissage de l'anglais sur la base de l'intelligence artificielle, on a souhaité mener une enquête avec Ipsos pour interroger les Français sur justement leur rapport à l'anglais et notamment à l'oral. Alors, on va poser la question à Philippe Bilger. Quel est votre rapport à l'anglais, Philippe Bilger ? Ah, mais il a été excellent dans mes jeunes années, mais ma prononciation a toujours été légèrement défectueuse. Mais je ne veux pas parler en anglais à notre invité, je craindrais de la faire rougir par rapport à la qualité de ma langue anglaise. On a la preuve en son, on va vous le faire écouter dans quelques instants. Quelle image, enfin, quel rapport les Français ont-ils avec l'anglais ? C'est-à-dire que beaucoup comprennent, mais n'osent pas parler souvent. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand même près de 90% des Français disent que l'anglais est important, notamment dans le cadre de la carrière professionnelle, pour 70% et dans le cadre des études. Et pourtant, près d'un Français sur deux évite de parler anglais à l'oral par peur du ridicule, justement. Ah oui. Pardon. Et c'est ce que disait monsieur, je pense, là. Ne parlez pas de Philippe David. Non, mais attendez, on va vous faire écouter. Best, worst, ever seen before. Voilà. Vous pouvez lui faire un prix, s'il vous plaît. On n'aurait pas pu inventer une langue où il suffit de rajouter les i et les o. Voilà, ça c'est l'espagnol. Voilà, donc vous voyez, vous n'êtes pas le seul. Un Français sur deux a cette réelle peur qui s'active. Mais comment on peut faire changer les choses ? Parce que régulièrement, quand on va à l'étranger, en tout cas dans des pays anglophones, ils sont toujours très émerveillés par l'accent français, justement, du parler anglais avec l'accent français, alors que nous, Français, nous voudrions parler anglais avec l'accent anglais, alors qu'on s'en fiche finalement. Oui, vous avez raison. L'accent français particulièrement plaît et plébiscité. Oui. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un sujet autour du complexe. On est peut-être un peu trop complexé de parler. Peut-être que ça vient aussi des études. L'oral est peut-être encore assez peu présent d'un point de vue académique. Et je pense que les Français nourrissent un réel complexe à l'oral, alors que cet accent français, comme vous le dites très bien, plaît lorsqu'on parle lorsqu'on parle anglais. Donc en fait il y a vraiment ce travail d'éviter de passer outre ces complexes là pour oser se lancer. Et pour oser se lancer, rien ne vaut la pratique, et c'est en ça qu'on recommande de parler régulièrement. Et on ne peut pas avoir un professeur avec nous au quotidien, c'est quand même compliqué. C'est en ça que les applications mobiles peuvent clairement répondre à ces enjeux-là. Et on le voit, les Français qu'on a interrogés, 10 sur 10 disent qu'ils sont prêts à apprendre grâce à une application mobile. Et plus de 30% se disent à l'aise à l'idée de converser avec une IA, avec une intelligence artificielle. Mais moi, c'est ce que je fais dans ma voiture. Je discute avec ChatGPT en anglais. Pour que, Virginie, vous qui avez cette école Futurae, les technologies de demain, l'anglais est forcément indispensable, soyons clairs. I'm absolutely delighted to discuss with you today. And to be honest, I not at all learn English at school. That's the key issue in France. Because, to be honest, when you prefer... You're listening to some You're losing some clients. Pour être honnête, ce que je veux dire, parce que c'est hyper important, malheureusement en France, on a un problème d'enseignement des langues. C'est vraiment
un sujet majeur. Et moi, j'ai eu la chance de présider le conseil de surveillance d'Euro Disney pendant plusieurs années où tout était en anglais. J'ai eu la chance de vivre un tout petit peu à l'étranger, à Amsterdam, dans ma carrière professionnelle. Et c'est là que j'ai appris l'anglais. C'est pas l'immersion. C'est pas jusqu'au lycée, même jusqu'en classe préparatoire, même jusqu'en grande école. Parce qu'en fait, là, on a un niveau hyper scolaire, très décalé du vocabulaire nécessaire, notamment le vocabulaire des affaires, mais plus généralement de la discussion courante. Et vous le rappeliez chez Futurae, qui est donc l'école des technologies de demain que j'ai créée, il est hyper important que les étudiants maîtrisent l'anglais. C'est capital, notamment dans un grand nombre de secteurs, mais a fortiori aujourd'hui. Donc c'est hyper important et bravo cette journée de la langue anglaise. Et voilà, en tout cas... Merci. Vous avez raison. Et rien ne vaut la pratique. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Absolument. Merci beaucoup, Katia Hadjipetkova. Vous êtes responsable marketing Europe chez Speak. Et voilà. Our King. Oui, de la langue anglaise et pas de la langue américaine. C'est important de le préciser. Gracious King, long live our noble. Je crois qu'il fait un AVC après quelqu'un. Save our King. Bravo, bravo. Bravo. Arnaque, fausses annonces, pièges en ligne. Je rappelle si jamais ça m'intéresse alors. Le bon Flavio se moque des escrocs sur Sud Radio. Ah mon gars, c'est de la fraude, mais si tu fermes ta gorge, il n'y aura pas de fraude. Si tu fermes ta gorge. Très bonne cette expression. Avec Flavio qui est avec nous. Bonsoir Flavio, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, ça va bien et vous? Et vous parlez anglais, Flavio? Très peu. Sous la torture, hein, comme beaucoup de gens, c'est ça le problème. Aujourd'hui, sur le Bon Coin, on a encore déniché une très très belle opportunité, et c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais on a des petits problèmes au niveau des calculs du vendeur sur le Bon Coin. Oui, je pense qu'il y a un problème de calcul, effectivement. Mais ça a l'air intéressant, mais pas pour le vendeur, visiblement. Écoutez. Allô? Oui, bonjour, Bernard. J'écoute. Oui, bonjour, je vous appelle pour les sacs à vendre sur le Bon Coin, toujours disponibles? Oui. Encore à vendre, oui. Voilà. Je voulais savoir ce que c'est 10 sacs à vendre à 100 € et 20 sacs à 250 €. Oui, c'est exactement ça, oui. Mais pourquoi c'est plus cher si on en prend plus? Normalement, c'est l'inverse, non? C'est moins cher si on en prend plus. Si vous voulez, vous en prenez plus. Vous avez plus de sacs que si vous en preniez moins. Voilà. Mais le prix unitaire d'un sac, c'est combien? Le prix unitaire d'un sac, c'est 10 €. Pourquoi 20 sacs à 250 €? Normalement, c'est 200 €. Oui, t'as vu comme ça, c'est vrai, oui. Voilà, je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc, au final, les 20 sacs, c'est combien? C'est 250 €. 250 € au final, les 20 sacs. Oui, voilà. Pas 200, non? Non. Non. Ok. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors. Bon, alors il y a un problème de calcul, hein, ça n'a rien à voir avec l'anglais, mais Ah oui. il faudrait qu'il tente notre ami Flavio un site anglais qui s'appelle peut-être The Good Corner. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que monsieur 20 sacs, c'est bien 200 €, oui. Donc le prix c'est quoi? 250 €. D'accord, ok. Faut prendre 2 fois 10 sacs. Ça m'a rappelé Alain Chabat dans Les Gamins qui explique à un dealer, mais tu sais, si t'achètes 25 et que tu revends 20, tu perds de l'argent, tu te rends compte de ça? Il dit, mais non, et tu sais, il n'arrive pas à comprendre. Donc c'est bien, merci d'aider les arnaqueurs, Flavio. Le premier de Flavio n'est plus tout seul. Voilà, exactement. En tout cas, Flavio. Oh, j'adore ça. Il n'avait pas la lumière dans toutes les pièces, le monsieur, non? Hein? Ou c'est moi? Mais il était complaisant tout de même. Oui, le gars, il est gentil. Oui, il était sympa. Il dit oui à tout, mais c'est quand même 250 €, hein, même s'il dit oui à tout. C'est un gentleman. Voilà. En tout cas, à retrouver sur notre en podcast sur chez nous. Exactement. Vous faites bien de le dire, Maxime, parce que j'avais oublié. Dites-moi, c'est fou, hein? Je n'y crois pas. Mais c'est dingue. Et puis on vous retrouve bien entendu sur Instagram, le bon Flavio, comme tous les jours. Et comme tous les jours, on se dit
Vivement demain. Et ben voilà. Et dans un instant, on est ravis. Le coup de gueule de Philippe David juste avant. En 1974, Michel Fugain chantait « Fais comme l'oiseau ». En 2026, ne tweetez surtout pas comme Nathalie Loiseau. Oula. Oui, le pont était... Oui, là, on n'a pas tout compris. Chante la chanson. Non, bah non. L'oiseau. Bon, d'accord. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe Bilger était avec nous, Camille, n'importe quoi, Virginie Calmels, Camille Desmoulins est avec Sadoun, au 0826 300 300. Et il y a un jeu, et on va le donner à Philippe Bilger. Tenez, Philippe Bilger. Puisque vous avez mettez du je regrette qu'il n'y ait pas de l'anglais. Mais mettez du sentiment, mon cher Philippe, du sentiment, de la grâce, de l'envie. Par rapport à la précédente lecture, ça va être difficile de concurrencer. Alors, c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Chaussures, sacs, vêtements. Grâce à Sud Radio, faites-vous plaisir avec les plus grandes marques. Envoyez dès maintenant Sud, je ne vais pas plagier Michael, au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 250 € pour le site spartou.com. Bonne chance! Éblouissant. Extraordinaire, quel talent. Quel acteur incroyable. Ouais, il montait en J'ai puissance. au moins une voix Non, mais écoutez, c'était talentueux. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui d'ailleurs n'a pas de clocher, puisqu'il s'agit de X ou Twitter, comme vous voudrez. Pourquoi X ou Twitter? Parce que ce qui s'y est passé hier prête à rire tant certains se sont ridiculisés avec une fake news qui avait été pressentie par une des vraies voix d'hier. Ainsi, un tweet était diffusé hier par le compte Les Progressistes, qui se réclame être un think tank progressiste, républicain et européen, mais surtout macroniste, avec ce texte, début de citation. Jordan Bardella n'aurait pas dû rencontrer les patrons du MEDEF. Patrick Martin confesse que de son vivant, il n'avait jamais discuté d'économie avec quelqu'un d'un niveau aussi bas. Ensuite, il y a des guillemets pour citer Patrick Martin. Monsieur Bardella a un niveau de 3e en connaissances économiques, en géopolitique, il est perdu. Fin de citation. Un tweet retweeté par Nathalie Loiseau avec ce texte. Début de citation. C'est peut-être une bonne chose que les Français regardent un peu plus près qui préside le RN et aspire à la magistrature suprême. Fin de citation. Problème, les propos de Patrick Martin étaient faux. Françoise Degois, qui était dans Les Vraies Voix hier, voulait en parler, mais y a renoncé en pensant, et à juste titre, que c'était une fake news. Une précaution que n'a pas prise Nathalie Loiseau, pourtant auteur d'un livre intitulé « La guerre qu'on ne voit pas venir, cyberattaque, vrai troll, faux médias, et dire que vous croyez vivre en paix ». Un livre dont on peut imaginer qu'il a été particulièrement bien documenté, vu la manière dont Nathalie Loiseau s'est ridiculisée, au point de retirer son tweet une fois le poteau rose découvert. Mais, vu l'énormité de l'affaire, on aurait pu imaginer que le reste des amis politiques de Nathalie Loiseau se fassent discrets, mais pas du tout, puisque Stéphane Vojetta, ancien député macroniste, a osé tweeter, lui sans retirer son tweet, début de citation. Effectivement, Jordan Bardella ose relayer la fake news selon laquelle vous auriez le niveau d'un élève de 3e en connaissances économiques est proprement scandaleux. Tout mon soutien aux élèves de 3e qui se sont sentis offensés par cette grossière désinformation. Fin de citation. Quand on connaît les résultats économiques de Stéphane Vojetta et ses amis, ça ressemble furieusement à se faire traiter d'alcoolique par Gérard Depardieu ou de picassette par Jack Lang, mais j'oubliais, la modestie est au macronisme, ce que les caméras de vidéosurveillance sont au cinéma d'auteur. C'est invraisemblable. Non seulement il fallait pas être très doué pour deviner que ça n'était pas de Martin, du président Martin, que ce tweet avait été rédigé. Ensuite, elle refuse de s'excuser auprès de Jordan Bardella. Ensuite, non seulement elle refuse, elle réattaque de nouveau. C'est un scandale. Non, mais j'adore cette info d'abord.
parce qu'elle nous rappelle qui est Nathalie Loiseau. Elle nous avait quand même manqué après la campagne catastrophique qu'elle avait faite. Et ensuite, parce que ça démontre à quel point ces gens qui parlent de fake news toute la journée sont les premiers à y croire, à quel point ceux qui prennent le peuple pour des crétins incapables de traiter l'information sont eux-mêmes des gens incapables de traiter l'information. J'en dirai pas plus. Donc, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Philippe, pour ce tour de table. Non, mais j'ai pas vraiment de commentaires. Je trouve ça assez affligeant, en fait. Voilà. Je trouve que, en plus, c'est ce qui me frappe quand même, c'est qu'on est toujours. Nathalie Loiseau fait ce que je sais pas combien de personnes avant elle ont fait. Essayer de rabaisser l'adversaire, de le faire passer pour un gamin de 3e, sans, au contraire, je veux dire, l'intérêt aujourd'hui, c'est de savoir qui sortira la France de l'ornière. On a besoin de solutions, on a besoin de propositions, on n'a pas besoin de caricatures de Pierre-Paul Jacques. Surtout qu'au fond, elle comprend toujours pas qu'elle lui fait de la pub et qu'en fait, elle fait monter son score. Mais parce que c'est la grande mode en ce moment, c'est l'argument qu'il faut absolument utiliser. Le RN est nul en économie, ils sont de gauche, ils vont mettre la France dans le gouffre financier. Personne ne s'intéresse aux mesures qui sont proposées. Il y a aucun avis documenté là-dessus. Vraiment, c'est juste il y a des gens qui devraient faire preuve d'un peu d'humilité. Excusez-moi, quand on voit le bilan économique au bout de 9 ans de macronisme, moi, j'oserais pas donner leçon d'économie. Non, mais c'est ça. Mais non, sinon il y aurait plus de vie politique. Mais attendez, heureusement que le ridicule ne tue pas. Il y aurait des législatives partielles tous les dimanches. On a eu aussi, comment elle s'appelle, une patronne. C'est dommage que les patrons s'engagent comme ça. McGregor, Catherine McGregor. Pourquoi venir? C'est-à-dire que elle commande pas le programme économique de LFI, mais le programme économique du RN, c'est la catastrophe. Il faut absolument pas qu'ils arrivent au pouvoir parce que vous comprenez, c'est vraiment pas sérieux du tout, quoi. Hein? C'était moins bête. Ouais, bien sûr que c'est moins bête. Oui, comme Nathalie Loiseau, elle a foncé dans le mur. Mais bon. En tout cas, pour l'image que renvoient de ces politiques de dire quand nous, on est des gens tout à fait normaux, on lit des choses, mais on vérifie, on attend, on regarde si c'est vrai ou pas. Et là, ça montre une information qui est quand même pour tous les enfants à qui on dit ne regarde pas TikTok, attention, lis les journaux, attends avant de démarrer au quart du tour. Enfin, c'est exactement Nathalie Loiseau, je vous rappelle, qui voulait censurer les réseaux sociaux parce qu'il y a des fake news. Enfin, c'est vraiment un truc. Ça tombe toujours juste. Ceux qui veulent censurer, c'est parce qu'ils perçoivent chez les autres une bêtise qu'ils ont eux-mêmes, en fait, mais que les autres n'ont pas. C'est vrai. C'est un vrai souci. En attendant, les amis, dans quelques instants, nous allons nommer un ministre et ce sera le ministre de la Santé. Ce sera une femme ministre de la Santé, juste derrière le qui c'est qui l'a dit. Et là, on va voir le niveau intellectuel réel. On va voir s'il y a des fake news. Je vous assure, il y en a peut-être. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Nibus. Aujourd'hui, Mickaël Sadoun est à côté de nous et devant nous et à côté de nous et derrière nous et au-dessus de nous. Voilà, il est partout. En fait, il est partout. Non, je le vois pas au plafond. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Partout. Voilà, c'est ça, exactement. Virginie Calmel, c'est pareil. Philippe Bilger, c'est pareil. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir. Et si vous étiez ministre, tiens. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et c'est une ministre de la Santé qui est avec nous. Bonsoir Romina. Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue Madame la Ministre, on est ravis de vous accueillir. Et quelles sont les propositions? Qu'est-ce qui pourrait faire rêver nos vraies voix dans vos propositions? Eh bien moi je travaillerai à renforcer le droit à mourir à la maison. Ah. Oui. Oui, alors j'ai quelques mesures à vous proposer. Allez-y, déroulez mon petit. J'aimerais beaucoup que l'Agence régionale de santé recense déjà tous les diplômes universitaires en soins palliatifs sur le département pour ce qui concerne les médecins, les infirmiers, parce qu'il y a des gens qui ont été formés à ces soins palliatifs, donc on essaie de faire une sorte d'annuaire. D'accord. Essayer d'avoir une espèce de maillage territorial et qu'ensuite on puisse, au sein des maisons de santé pluridisciplinaires qui poussent là, actuellement comme des petits champignons, essayer d'avoir une espèce de coordination entre les paramédicaux et les médecins, essayer de monter quelque chose vraiment de ciblé pour qu'on puisse mieux accompagner les soins palliatifs à la maison. Parce que depuis 15 ans, les réseaux ont été un petit peu abandonnés, l'argent délivré pour la santé a été mis
un petit peu ailleurs. Et c'est fort dommage parce que les soins palliatifs, on l'a vu d'ailleurs avec la loi sur la fin de vie, tout ce qui a été retravaillé à l'Assemblée, c'est une question qui intéresse beaucoup les Français. Et donc, voilà, moi je ferais ça, faire en sorte que tout le monde se réunisse, au moins une fois par semaine, pas quelque chose non plus qui prenne trop de temps, et puis pour qu'ensuite, on puisse avoir des prescriptions anticipées, des protocoles, que la loi Leonetti soit déjà appliquée, et voilà, que tout simplement, il y ait une expertise pour mourir dignement à la maison. Eh ben déjà, c'est déjà pas mal. Tiens, Philippe David. Alors, c'est assez, c'est bien d'avoir Romina pour en parler, parce que hier soir, dans les Vraies Voix font parler de la France, on a eu énormément d'appels pour parler de la santé. Je sais pas si Romina l'a entendu, des infirmières, des médecins, des brancardiers, et beaucoup disaient que l'hospitalisation à domicile, c'était beaucoup mieux déjà pour la personne, parce qu'elle est mieux chez elle, avec sa télé, son environnement, ses disques, si elle a envie de se changer les idées, etc., qu'une chambre d'hôpital. Et désolé, je vais utiliser un terme vraiment très terre à terre, mais ça coûte beaucoup moins cher également à la collectivité, l'hospitalisation à la maison qu'en hôpital ou en clinique. Donc je crois que ce serait une bonne chose, et je crois que malheureusement, alors là je suis totalement d'accord avec Romina, la France est totalement j'ose pas dire le mot à la bourre, est totalement en retard. Oui, absolument. Bon, il y a des choses. J'estime que t'es dur. Non, alors moi j'estime qu'il y a des cas où on doit pouvoir décider de sa fin de vie. Moi j'ai lu un livre qui m'a bouleversé, qui s'appelait Le Scaphandre et le Papillon, et j'estime excusez-moi, j'estime que personne n'a le droit de décider de ma fin de vie. C'est moi qui décide. C'est pas le même sujet, Philippe. Non. Ah bah si, pour finir, mais non. Ça n'a rien à voir. J'attends que Cécile dise que vous êtes à côté de la plaque. Le sujet de l'hospitalisation à domicile, on va y revenir. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais il faut quand même saluer déjà le travail de la France aujourd'hui. Franchement, j'ai eu un exemple proche de moi récemment. C'est incroyable les sommes d'argent dont on peut bénéficier de la collectivité pour hospitaliser des gens à domicile sans condition de revenus. Je trouve que la France, déjà, je veux le saluer, est un pays extraordinaire en la matière. Alors après, peut-être qu'il faut progresser et que, en effet, les soins palliatifs toujours à la maison sont pas. Oui, voilà, mais bon, je voulais d'abord saluer ça parce que franchement, j'ai vu ça de près et j'étais assez ébloui. Alors, Romina parlait du droit de mourir à la maison aussi. C'est à la base. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a fait une digression sur l'hospitalisation à la maison. Oui, moi pour revenir à ce thème, Romina, moi je vous remercie de parler de cela, mais ça rappelle quand même ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps pour beaucoup d'entre nous pendant le Covid, où on a quand même laissé des personnes mourir seules, mourir totalement déconnectées de leur famille. Exactement. Et je trouve que c'est un peu la honte de la France, franchement, cette période qu'on a un peu tendance à passer sous silence, comme si finalement tout ça s'était passé de façon normale. Bah non, ça n'a pas été normal, ça a été extrêmement violent, très déshumanisé. Et je pense que beaucoup qui ont perdu des proches dans cette période en ont gardé un souvenir très amer et très dur. Et du coup, je crois que vous avez tout à fait raison sur le fait que cette question, elle est quand même finalement assez peu abordée, même si Mickaël le soulignait, on fait des choses heureusement dans notre pays en la matière. Mais c'est vrai qu'on en parle assez peu et on rentre dans une année électorale où on se dit que tous les sujets de santé finalement ne sont pas abordés sur les plateaux télé, très peu abordés par les différents candidats à la présidentielle, alors que ça touche tout le monde et que il me semble que c'est fondamental pour le bien vivre ensemble. Voilà. Moi, j'aimerais inviter un député à venir faire une matinée avec moi dans ma voiture, parce que des soins palliatifs, nous en avons, et je voudrais qu'il soit sensibilisé à ça, vraiment. Oui, vous avez raison, Romina, surtout que la population est vieillissante, forcément, et ça deviendra un sujet primordial. Ce qui me gêne, c'est quand on attaque la pratique politique à l'époque du Covid. C'est vrai que ça a été des déchirements de ne pas permettre, mais ce qui me gêne, c'est de laisser croire qu'il y avait une malfaisance politique derrière. Il y avait une infinie bonne volonté. Non. Il y a des mauvaises décisions, ça existe. Il y avait une bonne volonté parce que à l'époque, on pensait que c'était la bonne méthode et évidemment, rétrospectivement,
on a des lucidités qu'on n'aurait pas pu avoir à l'époque. C'était pas de la bonne volonté, Philippe, c'était des comportements moutonniers et vraiment la manière dont les dirigeants français se sont comportés pendant le Covid. Moi, je trouve que c'était mais c'est impardonnable. Il y a eu des trucs barbares qui ont été faits, vraiment barbares. Désolé de te dire qu'à cette époque, il y avait déjà des voix qui s'élevaient et quand il y a des gens qui ont raison au bon moment, il faut quand même le souligner. Les gens qui nous ont convertis. Alors, moi, par exemple, j'ai écrit des articles au moment du Covid pour dire que la gestion était calamiteuse, pour dire qu'il y avait plus de libéralité dans certains des États des États-Unis qui n'avaient pas plus de morts que chez nous, pour dire que on allait avoir conséquemment une dette immense. Et ensuite, on s'en est rendu compte un an après en découvrant mince alors, on a subventionné l'économie entière et maintenant on a dépensé trop d'argent. Désolé, j'ai aussi co-signé une tribune qui disait attention, il faut arbitrer entre économie et santé. Et d'autres pays se sont comportés différemment. Il faut qu'on arrête de croire qu'on est toujours champion du monde de tout. C'est bien de se remettre en cause. Merci Romina pour ce sujet. Vous avez vu, ça a bien fonctionné grâce à vous et c'était un sujet très intéressant et on en reparlera bien entendu si vous voulez reparler de ce sujet à partir de 19h chez Philippe David et François Louis. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 0826 300 300. Merci beaucoup, Madame la Ministre. À très bientôt. En attendant, c'est le Qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le Qui c'est qui l'a dit de la joie et de la bonne humeur. Le programme du PS est intéressant, mais il n'est pas financé. Nous devons en débattre. Philippe Non, c'est Hollande. Non, Philippe, c'est le président. Valo. Bonne réponse. Philippe Brun. Brun. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Un peu dur de l'oreille gauche. Malheureusement, je compose pas la 9e symphonie tout de même. Écoutez, on sait jamais sur un malentendu. À vous, Philippe. Un point pour Virginie Calmels. Qui c'est qui l'a dit bien. Bruno Retailleau se ralliera à Édouard Philippe. LR a disparu. Bardella ? Non. Non, c'est une ânnerie de plus. Non. Il est maire. Il est maire, c'est pas. Il est maire, c'est pas. Bonne réponse. Éric Ciotti, maire UDR de Nice. À vous, Cécile. Non, je viens de le dire. Ah non, c'est moi qui l'ai dit, Bruno Retailleau sur les règles. Voilà. Question qui c'est qui l'a dit. La première richesse, c'est d'avoir un travail. Binet ? Non, c'est un ancien ministre. Un ancien ministre. Borloo ? Non. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure qu'il connaissait rien à la finance. Le maire. Bonne réponse. Bruno Le Maire. Alors, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité, mais qui est ministre. Qui c'est qui l'a dit ? On prépare un cadre diplomatique. L'idée n'est pas d'aller faire la guerre dans le détroit d'Ormuz. C'est une ministre déléguée, mais qu'on voit beaucoup sur les médias ces derniers jours pour la situation. Elle a un ministère quand même qui est très... Oui. Et elle a le même nom qu'un très grand pédopsychiatre. Ruffo. Bonne réponse. Alice Ruffo. Elle est brillante. C'est la première fois qu'on la cite. Et qui c'est qui l'a dit ? Nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises dans un pays qui est déjà surendetté et surfiscalisé. Retailleau ? Le Cornu ? Non. Philippe ? Non. Non. On peut dire que c'est un homme politique de poids. De poids Larcher. J'ai dit en même temps. Philippe. J'ai dit en même temps. Je vous adore. Je l'ai passé, mais par volonté de ne pas discriminer. Je demande la... Non, c'est Philippe. Il avait un tout petit delta d'avance. Ah mais heureusement que Cécile est là pour persuader l'arbitre. Qui c'est qui l'a dit sur les ZFE ? Je suis pour une écologie qui accompagne une écologie des solutions. Je me méfie beaucoup des mesures d'interdiction. Je suis plutôt pour des mesures d'accompagnement. C'est un maire de grande ville, récemment élu. Cazenave. Bonne réponse. Évidemment, j'ai pensé à vous avec la question. Joli. Incroyable. Qui c'est qui l'a dit ? Il y a des colloques qui donnent des infos. Sur la dissolution de 2024. Écoutez bien, dissolution 2024. Il y a eu un avant et un après. Tout le blocage est dû à ce choix. Copé. Ça pourrait être atteint. Bonne réponse de Philippe Pichère. Mon idole. Qui c'est qui l'a dit ? Pour lui, en tout cas, il y a eu un avant et un après, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pour la France aussi. C'est pas la plus grande phrase du monde non plus. Qui c'est qui l'a dit ? Le budget que les macronistes font voter est faux. Ils savent qu'il est faux. Tous les parlementaires qui suivent le sujet savent qu'il est faux. Tanguy. Bonne réponse de Virginie Calmels. Qui c'est qui l'a dit ? Ce qui protège les Français à long terme, c'est la transition écologique. C'est pas Rousseau. Non.
C'est Tondelier. Non. Duflo. Ah non, c'est gouvernement. Gouvernement. C'est pas. Elle existe encore, Runacher? Non. Région. Bonne réponse. Je l'ai dit avant. Alors là, j'ai dit je l'ai dit, vous m'avez pas entendu. Ah bah, Moi, j'allais le dire. Mais vous êtes. Alors, on le met à. Alors là, comment ça, on le met? oui. Ah oui. Non, oui. Bah, au pire, on l'a dit en même temps, mais j'ai pas dit après. Mais On analysera la barre. On divise en 3. Je vous envoie ce soir sur le groupe WhatsApp des vraies voix la séquence. Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous prends tous à témoin. Michael, on divise en 3. Non, c'est fini. Ah, c'est fini? Oui. Ah bah si c'est fini, c'est fini. Sinon, qui c'est qui l'a dit? Le seul moyen de s'en sortir est toujours mentir à sa femme et de toujours dire la vérité à sa maîtresse. Un très grand acteur américain qui fête ses 89 ans aujourd'hui. Ah, j'aime bien cette phrase. James Stewart, Non, il est vivant. De Niro? Non, il a volé au-dessus d'un nid de coucou. Ouais. Nicholson. Il l'a dit en premier. Nicholson, je l'ai pas entendu. Ah bah non. Je n'ai pas besoin de crier. Mais je dis Nous, les choses. on hurle. Il a dit Nicholson, je l'ai pas entendu crier. Bah si, il sonne. Oui, s'il sonne, va mourir. Vous l'avez dit. Alors, bien sûr que je l'ai dit. Il l'a dit. Le score, Virginie Calmel se tape pour 4, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun 3-3. Je l'ai susurré à l'oreille de Philippe David. Pas mal. Mes amis, vous bougez pas dans un instant. La question du soir. Seulement 3 millions de personnes sont concernées par les aides sur les carburants. Est-ce que vous avez l'impression d'être oublié par les aides sur les carburants? C'est la question qu'on vous pose sur YouTube. Et pour le moment, sur YouTube, vous nous dites la chose suivante. Excusez-moi, parce que mon ordi s'était mis en écran de veille. Mais bien sûr. Évidemment, vous mais avez tout le temps qu'il vous faut. Eh bien, pour le moment, sur YouTube, vous dites, c'est parti. Allez vite, mais qu'à dépêchez-vous. 90%, vous vous sentez oublié par les aides. Venez témoigner au 0826 300 300. Et on aura quelques messages quand même. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de commentaires. Oh, mais il est déjà 19h, donc on va y aller. Non, il n'est pas 19h. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est la dernière ligne droite, les amis, avec seulement 3 millions de personnes qui sont concernées par les aides sur les carburants. Et donc, on s'est dit avec Philippe David, on a l'impression que beaucoup d'entre vous se sentent un peu oubliés par les aides. Qu'en pensez-vous? Oui, sur YouTube, vous dites à 90% que vous vous sentez oublié par les aides au carburant. Il y a beaucoup de commentaires. Henri qui nous dit « On ne veut pas d'aide. Vivre de nos salaires, arrêter de payer pour certains pays qui vont bientôt nous écraser, revoir tout le système politique. » Et on a Indigo qui dit quelle aide, car c'est notre argent. Allez, Guillaume est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Guillaume. Oui. Très vite, vous vous sentez oublié par les aides, oui ou non? Oui, je me mets dedans avec tous les autres, absolument. Alors, bougez pas. Allez, tout de suite, c'est la question du soir. Ce matin, dans cette station essence de Metz, le litre dépasse encore les 2 €. De toute façon, il faudra bien diminuer, parce que là... Tout le monde on est jusque là, donc il va falloir réagir assez vite. L'État pourrait faire un effort aussi sur ces taxes. Nous proposons, nous Leclerc, de suspendre mois par mois, provisoirement, cette surtaxe, c'est 15 ou 17 centimes du litre, de manière à apaiser la charge sur les consommateurs. Le gouvernement est très réticent à supprimer cette taxe parce qu'elle rapporte de l'argent, c'est entre 6 et 8 milliards au total, et que ça sert à financer tout un tas de politiques publiques. Les vraies voix Sud Radio. Le 0826 300 300 disait Guillaume qui est avec nous d'ici les Moulineaux. Oui, vous vous sentez concerné effectivement. Vous ne vous sentez pas concerné par ces aides sur les carburants et vous allez nous expliquer pourquoi. Absolument. Il y a Einstein qui disait quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend toujours à avoir un résultat différent, c'est qu'il y a un problème. J'ai l'impression que le gouvernement est devenu fou. On a 45 ou 47%, je sais plus exactement, de pression fiscale dans ce pays. Et là, pourquoi est-ce que la France ne baisse pas ses taxes sur le carburant? Il y a l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne l'ont fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Donc, mais le problème c'est toujours le même, c'est que ça fait des années que
qu'on s'évertue à augmenter les taxes, les impôts. L'impôt, trop d'impôts, tu l'impôt, je dirais, tout simplement. Et là, ça va plus, là. Il y a aussi quelque chose qui me surprend, c'est qu'à 1,40 €, tout le monde est descendu dans la rue avec les gilets jaunes, et là, à plus de 2 € le litre, on voit pas grand monde. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Virginie, je vous vois dodeliner. Oui, mais je suis complètement en ligne avec ce qu'a dit très bien notre auditeur. Guillaume, notre sujet, c'est que d'abord, il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu sans arrêt le recours à l'impôt, à la taxe. On a des finances publiques en déliquescence. Et donc, quand il y a une crise, puisque là, c'est une crise liée à une conjoncture internationale que l'on subit, eh bien, effectivement, l'État est coincé. Parce que de toute façon, on le sait. Oui, puis ça n'existe pas, l'argent de l'État. Hein, je le redis. Donc après, c'est juste des transferts. On prend dans la poche de ceux qui travaillent tous les jours et qui financent le modèle social pour éventuellement redistribuer. Et notre pays peut se flatter d'être très redistributeur. Mais c'est vrai que le sujet là, c'est que malheureusement, qu'est-ce qui va se passer ? On va continuer à creuser du déficit. On va laisser tomber des gens qui ont besoin de leur véhicule et qui ont besoin de faire le plein. Donc on voit bien qu'en fait, c'est la quadrature du cercle. Et pour répondre à notre auditeur sur ce questionnement sur les gilets jaunes qui finalement se manifestent pas en ce moment, je pense que les Français sont relativement mûrs dans leur appréciation des situations et que là, quelque part, ils se disent qu'au fond, on subit tous un problème qui nous dépasse tous, qui est la situation au Moyen-Orient. Et je pense que c'est aussi ça la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que les gilets jaunes sont nés, vous vous rappelez de Jacqueline Moreau qui disait mais qu'est-ce qu'ils font de l'argent des Français ? Parce que là, il y avait un vrai ras-le-bol fiscal de dire ils gèrent n'importe comment. Je pense que les Français continuent à penser que les gouvernements successifs gèrent n'importe comment, mais là, sur la hausse du carburant, ils leur imputent moins la responsabilité directe de cette hausse. Et je pense que le pays est très inflammable, mais pas parce que le carburant va augmenter, mais plutôt pour d'autres décisions politiques, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus aucune mesure politique qui passe dans notre pays en ce moment. Je suis frappé de voir, et encore une fois, à partir d'une connaissance relative du phénomène. D'abord, je trouve que le Premier ministre a une sorte de pragmatisme désordonné. Certes, il répond au coup par coup, mais ça ne donne pas l'impression d'un dessin cohérent et structuré. Deuxièmement, il prend des mesures d'urgence, mais ce qui me frappe, et encore une fois, j'aimerais beaucoup votre avis, c'est le fait qu'il cherche à répondre à ceux qui affirment que d'autres pays s'en sortent mieux en supprimant des taxes, et je ne suis pas persuadé que l'argumentation qu'il développe pour battre en brèche l'exemple étranger soit toujours très pertinent. Moi, j'en ai un petit peu marre des dispositifs d'aide à l'achat de carburant récurrents depuis les Gilets jaunes. On a bien compris, le gouvernement n'a pas envie de reproduire les Gilets jaunes, mais je pense qu'il se trompe d'interprétation sur ce qu'a été ce mouvement. Alors, je fais quand même un petit résumé. 2021, indemnité inflation. 2022, remise carburant à hauteur de 30 centimes par litre. 2024, des dispositifs conditionnels en cas de dépassement d'un certain seuil de prix de la pompe à essence. 2026, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste ? Des primes carburant employeurs qui sont distribuées par les entreprises à hauteur de 300 € par an éventuellement, et des aides ciblées sur les transports, la pêche, les agriculteurs. Moi, je trouve que c'est tout à fait juste et qu'il faut absolument pas dépasser ça. Je dirais même qu'il faut arrêter un petit peu avec les chèques à tout va et il faut aller vers la baisse des taxes. Regardez par exemple en Allemagne, baisse des taxes à hauteur de 17 centimes par litre. Pareil en Italie, pareil au Royaume-Uni. Devinez le seul pays d'Europe qui n'a pas appliqué cette baisse des taxes. La France, comme d'habitude. Donc c'est insupportable d'aller vers toujours plus de taxation et toujours plus d'aide. On devrait aller vers moins d'aide universelle distribuée à je ne sais qui pour aider. C'est comme ça. Il y a une situation internationale, Virginie Calmels l'a dit, et il faut le payer à la pompe. Mais un peu moins de taxes. Patrick Pouyanné l'avait dit dans une interview sur 1,70 €. À l'époque, c'était 1,70 € en moyenne le litre à la pompe à essence. Sur 1,70 €, il y a 70 centimes qui vont dans la poche de Total et il y a 1 € qui va dans la poche de l'État pour la TVA, la TICPE, la TVA sur la TICPE, etc. Donc il y a un moment où l'État doit se responsabiliser et dire on arrête de profiter de la situation. Mais le problème, c'est que malheureusement, on fait toujours des usines à gaz
Parce que là, vous avez vu les conditions. Alors, si vous êtes à plus de 15 km d'où vous habitez, mais que vous avez 1,4 fois le SMIC en ayant 2 enfants, machin truc, multiplié par l'âge de votre beau-père et la date de naissance de votre premier enfant. Bref, c'est un truc qui a été pensé par des énarques et que personne ne comprend. Alors que, comme le disait très justement Michael Sadoun, comme c'est le cas, ou Virginie Calmette, baisser un peu les taxes. Ce serait ça, mais la différence, cher ami, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec l'Italie, c'est que leur pays a été géré sur les 50 dernières années, ce qui n'est pas notre cas, et on y revient encore. Nous avons des pimpins qui ne savent pas gérer l'argent de l'État, et qui donc ne savent pas gérer leurs hauts revenus, et c'est pour ça qu'ils ont des patrimoines aussi bas. Donc il faut mettre des gens compétents. Voilà. Je sais que c'est trop demandé. Il y a eu des arguments techniques de Lecornu contre ces pays. Et je pense qu'ils étaient mauvais. Ils étaient mauvais. Ouais. Allez, nos auditeurs au 0826 300 300, on reprend Guillaume dans un instant, mais c'est Pierre qui est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Bienvenue. Merci. Donc moi ma réaction elle est assez simple en fait. J'ai pas envie de faire une réaction sur les carburants, mais plutôt sur l'état général de la taxation en France. Comme le dit Charles Gave dans ses interventions, les hauts fonctionnaires nous coûtent plus de 130 milliards par an. C'est eux le mal de la France en fait. Et quand vous voyez un simple salarié, on lui prend pour 70 et 80% de sa production, de son salaire. Ça y est, aujourd'hui les carburants, c'est rien du tout. Par contre, ce qu'on prend aux gens qui produisent, maintenant on va avoir en France quoi ? On va avoir 2 classes. On va avoir les riches et les pauvres. Les riches qui vont s'engraisser de plus en plus et les pauvres qui sont au service des riches. Et la classe moyenne va disparaître. Il y a une partie qui va quitter la France parce qu'ils vont en avoir marre, ça y est, et d'autres. Ce qui est déjà le cas, Pierre. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Voilà, ceux qui peuvent partir, ils vont partir. Ceux qui seront obligés de rester, ils vont sortir du système. Aujourd'hui, la santé va mal, l'école va mal, l'industrie va mal, tout va mal, la sécurité va mal, la justice va mal. J'allais me coucher, moi. Qui vont bien. Je vous trouve un peu catastrophiste quand même. C'est pas catastrophique, non monsieur. Ça dépend de l'endroit où vous vivez. Oui, ça vous avez raison. Et puis ça va moins bien, ça c'est sûr. Oui, ça va moins bien. Vous avez tout qui marche très très bien, mais si vous vivez dans les 80% du restant de la France, tout va mal. Moi ma gamine était malade. J'étais obligé d'aller prendre des journées de RTT, des journées de congé pour aller faire 40, 50, 1 heure, 2 heures de route pour aller dans des quartiers riches. Or que quand je vois ma feuille d'impôt, notre feuille d'impôt, ma femme et moi, ce qu'on paie comme cotisation parce qu'on est des cadres supérieurs, c'est vraiment, c'est lamentable. Mais ça, vous avez tout à fait raison. Mais par contre, je vous trouve contradictoire quand vous dites l'État nous taxe trop, et d'un autre côté, vous en demandez aussi beaucoup l'État, puisque vous me dites qu'il n'y a pas les services que vous demandez de l'État. Oui, mais il demande d'avoir des médecins à côté de chez lui. Oui, mais par exemple, l'efficacité des services publics, c'est ça que notre auditeur demande. L'efficacité. Mais donc, ça demande aussi des impôts. Oui, mais jusqu'à une certaine limite, parce qu'on voit bien que c'est pas plus de taxes et plus d'impôts qui font qu'on ait des services publics plus efficaces. Mais pas dans une logique de rentabilité, si je vais venir des services publics dans des régions où il n'y a personne. Vous savez, tout le monde parle de De Gaulle. Tout le monde parle de De Gaulle. Oui. De Gaulle, il a réussi grâce à 3 choses. D'abord, il a une rigueur d'un militaire, il n'a pas d'appareil politique, et il s'est opposé à tout le système en place. Voilà. Il est un patriote. C'est un peu lui qui l'a installé, le système. Il a bien choisi les gens autour de lui. Oui. À la tête de l'État. Pierre, on a des traîtres à la tête de l'État. Oui, ça c'est un petit peu fort. Ne bougez pas, Pierre. Guillaume est avec nous. Guillaume, vous vouliez réagir? Oui, je vais réagir. Si vous voulez, ça peut paraître contre-intuitif, mais on pourrait avoir une meilleure redistribution et maintenir les aides sociales si on rendait la France attractive. Alors, je m'explique. Tout simplement en baissant les charges sur les salariés et les entreprises. Évidemment. Là, la France deviendra une terre sur laquelle il faut s'implanter, il faut investir. Mais là, il faut être fou pour vouloir investir dans un pays qui paye son énergie 4 fois plus cher et qui a des taxes aussi élevées et des impôts aussi élevés. Donc, ce qu'il faut, c'est sûr que c'est pas chez nous qu'ils vont venir. Oui, mais
Exactement. Ce qu'il faut, c'est parvenir à retrouver notre souveraineté économique qu'on a perdue, puisque là, même si on veut baisser les taxes sur les produits pétroliers et notamment sur l'électricité, c'est par là même complètement impossible, puisque l'Europe nous avait récemment demandé de passer de 5,5 à 20% l'une des taxes qui est appliquée sur le prix de l'électricité, par exemple. Donc tant qu'on n'aura pas ce pouvoir économique, on refera les mêmes erreurs et on bercera d'illusions le peuple en lui disant « vous inquiétez pas ». La dette. Mais le problème là, c'est que le 24 ou le 29 mai prochain, on va avoir la notation de la France, et là ils pourront pas truquer les chiffres. L'Italie et l'Espagne ont fait mieux que nous en matière de dépenses budgétaires, et pourtant elles ont une notation qui est moins bonne que celle de la France. Donc ça pourra pas être maintenu. Alors, non, c'est parce qu'on a beaucoup d'épargne, c'est pour ça qu'on a encore une note qui est un peu meilleure que nos voisins grâce à l'épargne des Français. Les amis, bougez pas, on continue. Dans quelques instants, on fait une petite pause et on revient tout de suite. Pierre, Guillaume, restez avec nous, on revient dans un instant. Et comme on trouvait ce sujet passionnant, on s'est dit qu'on allait continuer. Guillaume, on reprend où on était tout à l'heure, il y a quelques instants. Vous êtes là, Guillaume ? Oui, absolument. Voilà, pardon. Donc, on a élargi un petit peu ce débat parce que c'était passionnant de vous écouter. On vous écoute, allez-y. Bah oui, on s'évertue à faire toujours la même chose. Non, ce qu'il faut, c'est parvenir à faire baisser les charges sur les entreprises et les particuliers, parce que si on fait pas ça, on n'aura même plus d'aide sociale à redistribuer. L'assiette de l'impôt mécaniquement, elle va se réduire, parce que les entreprises sont déjà en train de partir. Là, vous avez vu que Total a une double cotation maintenant sur le marché américain et le marché français. Donc, il prend la ligne, le même parcours en fait que Technip, qui avait eu cette double cotation et qui en fait est parti ensuite être coté complètement au Nasdaq. Donc les patrons d'entreprise ne vont pas rester en France si on maintient les choses en l'état actuel. Et pour le coup, on n'aura plus d'aide sociale à redistribuer. Ah, ça c'est sûr. Moi, je suis d'accord. Baisser les cotisations, mais assumer en conséquence la baisse des dépenses aussi. C'est ça l'histoire. C'est ça. Parce que baisser les cotisations. Il faut faire baisser les dépenses de fonctionnement de l'État. Mais ça va pas dans la poche de l'État. Là, vous voyez, il y a un défaut de compréhension, je pense, de la part des Français, c'est que ça va pas dans la poche de l'État, ça va dans la sécurité sociale, qui coûte 2 fois plus cher d'ailleurs que l'État. Non. Et notamment dans les régimes de retraite. C'est pas tout à fait exact. Les dépenses de fonctionnement de l'État sont de plus de 500 milliards d'euros aujourd'hui, 559 milliards d'euros. Bon, prendre des chiffres, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est pas moi qui les donne. Et elles ont cru de façon beaucoup plus importante que le PIB. Le PIB a cru de 15% entre 2021 et aujourd'hui, pour prendre les chiffres également. Et aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement de l'État ont cru de mémoire, je veux pas dire de bêtises, mais de plus de 23 ou 24%. Je crois que je suis même un petit peu loin du compte. Donc il n'y a pas de corrélation, si vous voulez, entre ce qu'on pourrait espérer. Si on avait effectivement une croissance du PIB, on pourrait continuer à s'endetter et mettre des obligations d'État. Mais là, je vous donne ma main à couper que la note de la France va être abaissée parce qu'ils vont pas pouvoir maintenir artificiellement le niveau de notation et les taux d'intérêt vont partir à la hausse. Donc l'inflation et donc qui va payer les Français, c'est toujours les mêmes. Tout simplement. Bougez pas, Guillaume. Pierre est de retour avec nous. Pierre, vous vouliez réagir aussi? Oui, tout à fait. Quand tout à l'heure votre intervenant sur le plateau disait que c'est contradictoire ce que je disais. Non, c'est pas contradictoire. On a une scission au sein de la société des villes riches et des villes pauvres. On le voit, c'est simple. En Île-de-France, moi je peux vous faire une liste à la Prévert de toutes les villes qui sont où habitent les hauts fonctionnaires, où habitent les riches. Et d'ailleurs les hauts fonctionnaires qui détournent plus de 130 milliards par an. Non, ils détournent pas. Ils détournent pas. Détournement, c'est illégal. Ils n'ont jamais été aussi riches depuis. Oui, mais c'est pas du détournement. Les footballeurs sont plus riches que jamais. Ils détournent pas d'argent, ils le gagnent. Non, mais on a compris ce qu'il voulait dire. Quand on s'engage dans la fonction publique, c'est pour servir et non se servir. Ah bah non. Ils veulent gagner de l'argent aussi. Non, je vous assure, je connais des gens dans la fonction publique. Ils ont aussi de bien vivre aussi. Non, mais l'idée qu'ils ne sont pas là pour se servir, c'est vrai. Moi, monsieur, j'ai fait des études, j'ai fait une thèse en maths appliquée, je suis enseignant-chercheur, donc, si je vous donne le salaire de base, premier échelon, qui est à 1740 € avant impôt. Mais c'est un scandale. Si, monsieur. Mais je suis d'accord, mais c'est un scandale. Il dit que c'est un scandale. C'est
un problème, mais c'est un choix que j'ai fait. Quand on regarde les salaires des hauts fonctionnaires, des ingénieurs des collectivités, combien ils perçoivent, monsieur, je suis désolé, c'est inadmissible. Rien ne justifie. Quand on voit des médecins, combien ils sont payés, pourtant ils ont fait des études, ils font des sacrifices pour que le service public fonctionne. Je suis bien d'accord avec vous. Pour que le pauvre, parce que le service public, il est fait pour le pauvre, il n'est pas fait pour le riche. C'est ça le problème. C'est pour que le pauvre puisse avoir accès à l'instruction, pour que le pauvre puisse avoir accès à la santé, pour que le pauvre puisse avoir accès à la sécurité, à la justice, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Là, je vais quand même... On doit rendre l'argent aux Français, que les Français, c'est pas des bébés de 3 jours, ils sont capables de réfléchir, de gérer leur argent, de gérer leur santé, de gérer vous savez, leur retraite, monsieur, ce que vous appelez les pauvres... Pierre, ce que vous appelez les pauvres sont quand même des bénéficiaires. Ce que vous appelez les pauvres sont des bénéficiaires nets quand même de l'État français, c'est-à-dire qu'ils contribuent moins à la richesse publique qu'ils ne touchent de la richesse publique. Donc je trouve que quand vous dressez un portrait apocalyptique de la France sur ce point de vue-là, c'est le pays le plus redistributif du monde entier, premier sur 200 pays. Donc après, je veux bien vous rejoindre sur certains États, mais si vous voulez, j'ai pas l'impression de vivre dans un État qui ne respecte pas les pauvres ou qui leur prend de l'argent sans leur redonner. Voilà ce que je veux dire. Pauvres, peut-être qu'aujourd'hui, des catégories un peu tranchées. Oui. Merci en tout cas à Pierre, merci à Guillaume, merci à vous tous, merci Philippe Bilger, Virginie Calmels, Michael Sadoun. Dans un instant, Philippe David et François-Louis Bourneau. On va continuer avec vous, Philippe. Est-ce que ça vaut encore le coup de faire des études quand on voit après redistribution, parler de la redistribution de l'écart entre les gens plus diplômés et moins diplômés? Vous pensez que c'est pas obligatoirement une bonne chose de faire des études pour sa rémunération, ou le contraire? Venez témoigner au 0826 300 300. Les violences dans le milieu scolaire alors que se déroule le procès aux assises des mineurs des Pyrénées-Atlantiques du meurtrier d'Agnès Lassalle, tué d'un coup de couteau dans sa salle de classe à Saint-Jean-de-Luz. Et on conclura avec les carburants. Est-ce que vous êtes un peu oublié? Pas du tout oublié. Venez nous donner. Tous vos avis sont à donner au 0826 300 300. Et merci beaucoup à Maxime, merci Isaac, merci Antonin, merci Quentin, merci François-Louis. Moi, je vous retrouve avec Philippe David demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée, très bonne émission avec Philippe David et François-Louis. À demain, salut.